C'est le premier jour depuis le début de l'invasion totale. Soyez les bienvenus. Je vous souhaite la bienvenue. Pour le rapport quotidien sur la situation, dans le rapport d'aujourd'hui, nous allons examiner les frappes aériennes réciproques. Nous allons aussi voir une série de vidéos absolument grotesques, toutes publiées aujourd'hui. Nous allons aussi revoir la logistique de l'armée russe et d'autres aspects. Alors qu'un cessez-le-feu était négocié aux Émirats arabes unis, le Kremlin ordonnait presque en même temps une attaque massive sur Kiev. La Russie a presque épuisé tout son arsenal de missiles, y compris Iskander et Zircon. Pour la première fois en grand nombre, le missile Kh-22, aussi appelé X-22, est utilisé comme je l'avais déjà signalé dans mon rapport de situation il y a 6 mois. Il s'agissait du fait que les Russes modifient déjà d'anciens missiles de croisière ou missiles anti-navires existants et les préparent ensuite pour une utilisation en Ukraine. D'après l'Ukraine, des bombardiers stratégiques ont largué des bombes et tiré principalement des missiles Kh-22 sur la capitale. Près de 400 drones de divers types ont aussi été utilisés. Il est particulièrement remarquable que le taux d'utilisation accru des Kh-22, qui, comme je l'ai dit, n'avait pratiquement pas été utilisé dans le passé. Nous parlons ici aussi de la première utilisation contre une cible ukrainienne. Le missile est en fait une arme anti-navire et a également été conçu comme telle. Mais maintenant, elle est détournée de son rôle initial de tueuse de porte-avions, comme l'appellent les Russes, et elle est désormais utilisée contre des cibles au sol et des infrastructures civiles. Tout cela a aussi du sens. L'Ukraine n'a ni porte-avions, ni flotte apte à la haute mer. Les flottilles actuelles, formées surtout d'essaims de drones, révolutionnent la guerre navale. Cela rend évidemment difficile pour les Russes de toucher des cibles aussi petites avec de si gros missiles de croisière, ou des missiles anti-navires. Il est donc plus simple et logique d'adapter un missile anti-navire pour viser des cibles terrestres, surtout s'il est déjà dans l'arsenal et n'attaquera sans doute jamais de navires majeurs. Des installations énergétiques ont été attaquées, privant des villes d'électricité, d'eau et de chauffage par 20 degrés C. La défense anti-aérienne est cruciale pour l'Ukraine. Les missiles d'interception sont chers et peu nombreux. Lors des dernières attaques, environ 81 millions de dollars de missiles auraient été utilisés pour limiter les dégâts. Cela signifie que toutes les attaques n'ont pas été interceptées. Imaginez cela chaque nuit. La guerre coûte cher, des millions disparaissent vite. Jetons aussi un œil à Belgorod, où ce qui est habituel en Ukraine depuis des années touche maintenant la capitale russe. Écoutons un extrait. Alerte aérienne, drones explosifs, centrales électriques touchées, panne de courant généralisée. Le gouverneur de la région a déjà déclaré il y a quelques jours que les habitants feraient mieux de déménager dans une autre région de la Russie, car les coupures de courant deviennent de plus en plus incontrôlables. Les coupures de courant ont été causées par des drones ukrainiens visant la centrale thermique régionale, sans que cela soit mentionné. Mais il ne s'agit que d'une région russe en Ukraine. C'est devenu monnaie courante dans plusieurs régions et de nombreuses villes au quotidien. Près de Pokrovsk, les Russes ont réussi à s'emparer de Chakov. C'est ce petit village ici en haut. Le village a été libéré par les Ukrainiens il y a 6 mois, comme les villages voisins Volodymyrivka, Pankivka et Mayak. Les Ukrainiens avaient libéré ces zones, mais ont ensuite été repoussés par les Russes. La situation est redevenue ainsi. C'est le seul gain de terrain à signaler aujourd'hui. J'ai aussi trouvé pour vous une vaste collection de vidéos grotesques diffusées ces dernières heures. Restez curieux et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Regardons. Une voiture de police ukrainienne remorque un drone kamikaze russe Shahed comme une luge. La charge explosive ayant été retirée, la scène restait néanmoins intéressante. Cela montre aussi à quel point le matériau du drone est solide, si on peut le traîner derrière soi sans qu'il ne subisse de gros éclats. J'ai déjà tenu un morceau d'une vraie gare en deux, la voisine russe du drone Shahed.
Et c'est une sorte de matériau composite à fibres qui semble assez solide et qui est aussi vraiment très léger. Cela ressemblait à une feuille de papier, mais mesurait environ 20 sur 60 cm. Si je me souviens bien, ce n'était pas une feuille, mais un carton de même taille. C'était aussi un poids similaire à Dobropilia, où les Russes poursuivaient leurs attaques. Dobropilia est ici en bas près de Ujapol. La 110e brigade mécanisée a publié une vidéo à ce sujet. Regardez. Je veux dire, vous avez réussi à camoufler les soldats pour l'hiver. C'était presque impossible ces dernières années. Mais qui, moi, s'il vous plaît? Qui a l'idée de charger 10 soldats sur une plateforme ouverte, épaule contre épaule, alors qu'un seul drone suffirait? Et surtout avec la densité de drones dans la région, pour mettre rapidement fin au spectacle. Même le conducteur et le passager n'ont même pas de toit au-dessus de la tête. Cela ressemble ici à un brouilleur, une protection contre les drones. Nous savons que les brouilleurs russes et les sont souvent inefficaces contre les drones, c'est un brouilleur homéopathique. Comme on le voit, cela n'a servi à rien. La fin de l'attaque a aussi été filmée par un drone. Tout cela s'est produit à l'épingle rouge. L'année débute à peine et j'ai déjà trouvé la vidéo de l'année. Un soldat russe repère un drone ukrainien dans le ciel. Il ne possède ni arme ni aucune sorte de protection corporelle et il tire des fournitures sur une charrette derrière lui vers une position. Que faire si on repère le drone? Il a finalement écrit « loser » dans la boue, à marcher plus loin et à marcher sur une mine. Certaines images de la guerre semblent issues d'un rêve fiévreux. Pourquoi n'a-t-il ni arme ni équipement? C'est déjà grotesque et suffisant, mais nous voyons souvent cette image. Je ne crois pas que ce soit un manque. Je suis presque certain qu'il possède une arme et très probablement aussi un porte-plaque ou quelque chose de similaire. Mais le simple fait de ne pas les emporter, c'est vraiment de sa propre faute. Je pars du principe que c'est dû à un manque de formation ou à une formation qui n'a pas duré assez longtemps, que l'on laisse simplement l'arme posée quelque part et qu'on se promène sans elle. Ou peut-être aussi à une vision naïve de la situation, si l'on part du principe qu'on ne sera de toute façon pas touché. Les drones volent maintenant dans le ciel comme des oiseaux, et s'approchent souvent très près. Il faut alors agir rapidement, surtout si l'on possède une arme, car la drone vole, elle est rapide, maniable et absolument mortelle. Donc si elle est encore un peu éloignée, il est utile de la descendre. À condition de l'atteindre, mais si elle est déjà tout près d'un soldat, alors il se trouve généralement déjà dans la zone d'effet du drone. Cela signifie que si on tire dessus et qu'elle explose, on est quand même touché. On tente de toucher les rotors du drone avec des objets ou des bâtons sans toucher le détonateur pour éviter qu'il explose. Et on essaye de faire tomber le drone au sol en espérant qu'il n'explose pas lors de l'impact. Nous avons déjà vu cela très souvent, parfois avec succès, parfois sans succès, donc avec des issues différentes. Mais ce que nous n'avons pas encore vu jusqu'à présent, c'est ce que ce soldat russe essaye ici. Il tente de détruire le drone avec une grenade, mais la lance à ses pieds. Imaginez la suite ou regardez sur ma chaîne Telegram. Nous constatons encore une hausse des pénuries d'approvisionnement chez les Russes. Comme je l'ai dit, une armée dépend de sa logistique. À quoi servent les meilleurs chars sans carburant et les meilleurs soldats sans nourriture? À rien. Ils doivent aussi le vivre ici, bien qu'ils se plaignent de venir du premier monde et de devoir boire de l'eau sale. Je me demande aussi pourquoi ils ne font pas fondre la neige, mais ils ne doivent sûrement pas pouvoir ou ne pas devoir quitter leur position. Dans certaines zones, la situation avec les drones devient très dangereuse. La situation reste inchangée. Peu de progrès des deux côtés, seuls quelques mètres gagnés comme à Chakov. En effet, ce village est disputé depuis environ 1 semaine et demie. Et il s'agit d'un village avec 1 ou 2 douzaines de maisons, donc pas vraiment beaucoup, dont la plupart ont déjà été détruites de toute façon. En revanche, on voit de plus en plus de vidéos extrêmement étranges comme celle que nous venons de voir. Et sur ce, je remercie tous les abonnés, les membres et l'équipe de l'OLGEU. Merci à lieutenant-colonel Rennecke, Robert Ziller, Dietrich, Freddy et Mayrofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour le prochain rapport.